Commencer et pour vous remercier de me faire l'honneur d'ouvrir cette troisième séance des assises de l'Institut Émilie du Châtelet. Je voulais vous dire concernant le guide du lycéen que c'est parce que ça fait partie de mon secteur, qu'il a été pris au sens générique pour le titre, mais qu'à l'intérieur il y a bien les lycéens et les lycéennes qui sont bien définis. Nous y ferons encore plus attention les prochaines années. Je vous le promets, comme nous le faisons dans toutes les rubriques et dans tous les documents que nous éditons maintenant. Alors évidemment, la problématique des résistances à l'égalité des sexes dans le système scolaire, c'est une problématique qui m'intéresse à plus d'un titre. D'abord parce que je suis vice-présidente en charge des lycées et des politiques éducatives, mais aussi parce que je suis une femme, comme vous toutes, mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelques messieurs qui s'y intéressaient. Je suis mère et grand-mère aussi, et que c'est pour nos jeunes quelque chose d'important, mais pour nous aussi. Et en effet, bien que le mot égalité figure en bonne place dans notre devise nationale, et que le droit à l'éducation fasse partie de nos droits fondamentaux, il nous semble que de nombreux progrès doivent être encore réalisés, n'est-ce pas? Il nous suffit de regarder les statistiques ministérielles sur le thème pour réaliser que notre système scolaire pêche dans le domaine de l'égalité entre les filles et les garçons. On aurait dit avant entre les garçons et les filles. J'ai bien précisé d'abord entre les filles et les garçons. Je ne cite pas ici les chiffres indiquant une meilleure réussite des filles à l'école, mais plutôt, et il me semble que c'est le sujet de notre réflexion, de notre colloque aujourd'hui, les disparités profondes qui demeurent dans les choix d'orientation, puis de carrière, faits par des lycéennes et des lycéens. Ainsi bien que l'article 121 de l'éducation précise, je cite, mais vous le connaissez tous, je préfère le reciter, les écoles, les collèges, et les lycées contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce coup-ci, c'est bien les hommes qui sont avant les femmes, notamment en matière d'orientation. Je referme les guillemets. La lecture des différentes études qui sont réalisées sur le sujet montre que les filles optent moins que les garçons pour une première scientifique, qu'elles sont peu nombreuses à intégrer des sections industrielles dans l'enseignement professionnel et qu'elles forment le gros des effectifs des sections secrétariat, comptabilité, commerce, sanitaire et social. Est-ce à dire qu'il existe des prédispositions féminines et masculines à intégrer un cursus plutôt qu'un autre? Vous l'avez abordé, madame, j'ai entendu tout à l'heure. Que les femmes sont moins douées pour les mathématiques que les hommes? Que les hommes ne sauraient pas se réaliser dans un choix de formation sanitaire et sociale? Tout ça sont des interrogations. Moi, personnellement, je ne le crois pas. Ces choix découlent de stéréotypes sociaux et personne, ici ou ailleurs, ne peut nier qu'il existe dans notre imaginaire collectif et dans notre morale sociétale des métiers qui sont encore destinés aux femmes et d'autres réservés aux hommes. Ces préjugés s'insèrent jusque dans notre langage en rendant suspect la féminisation ou la masculinisation de métiers tels que sage-femme ou maçon, alors même que ces emplois sont occupés par des représentants des deux sexes. Nous avons peu de maçonnes, mais nous en avons quand même quelques-unes. Est-ce à dire que rien ne peut être fait? Nous ne le pensons pas, je ne le pense pas. Les choses évoluent, certes elles évoluent très lentement, mais elles évoluent. Et la prise de conscience de nos préjugés moraux est indispensable. Et elle permettra une évolution des mentalités. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Conseil régional d'Île-de-France a voté en 2007. Alors c'est très récent, je le reconnais. Mais on parlait de mentalité. La Convention pour l'égalité des filles et des garçons, des femmes et des hommes dans le système éducatif, ainsi que la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Ces deux textes ont été signés solennellement par le président de la région d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon, une date symbolique, le 8 mars 2008.
avec la volonté assumée de permettre à notre région d'agir concrètement au-delà de ces délibérations et des signatures officielles de documents, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler des effets de manche. Ainsi, les assises qui sont organisées aujourd'hui sont pleines de promesses, j'espère, puisque des échanges, des discussions, des analyses vont s'y tenir, vont être pour moi autant de pistes de réflexion qui vont me permettre d'avoir des actions ciblées contre l'inégalité dans le système scolaire. Alors, face à ce constat, moi, je choisis de vous écouter, de vous donner maintenant la parole en ouvrant cette table ronde, ainsi que pour que tous ensemble, nous fassions émerger les moyens et les outils à développer pour permettre ce qui, à mon sens, est un droit qui doit être donné à chaque lycéen et lycéenne francilien, la possibilité de choisir sa filière de formation au seul regard de ses aptitudes et inclinaisons, et non par rapport à des supposés ou une prédisposition basée sur le sexe. Quand on voit une fille, en général, on l'oriente vers la couture, vers la cuisine, vers la comptabilité. Voilà, mesdames, messieurs, et si j'ose aller un petit peu plus loin, puisque nous sommes dans un colloque qui nous unit tous, mes chers amis, ce que je voulais vous dire pour commencer ces débats. Émilie du Châtelet est une fédération de recherche donc, qui regroupe une dizaine d'institutions de recherche et d'enseignement. Vous avez la liste dans les documents, qui est abritée au Musée de l'Homme et qui vise à la valorisation des recherches menées en Île-de-France sur ces questions de genre, qui vise aussi la mise en réseau entre ces acteurs, l'appui au développement des recherches et des enseignements sur ces questions, qui vise aussi l'établissement de contacts, de collaboration entre évidemment le monde de la recherche, qui a souvent tendance évidemment à parler à lui-même, et donc alors que justement on est dans un secteur où la collaboration avec les acteurs sociaux, les acteurs économiques, associatifs, institutionnels, et on le voit tout au long de ces assises, est extrêmement important. Donc on le voit, l'objectif est extrêmement vaste et on est doté pour ce faire, et grâce donc à un certain nombre de gens au niveau du Conseil régional, on peut citer notamment son vice-président, M. Marc Lipinski, qui a tenu à ce que ces problématiques du genre soient reconnues, institutionnalisées, soutenues par le Conseil régional Île-de-France et aussi toutes les institutions de recherche plus habituées à être ancrées dans ces domaines de recherche, mais en même temps peut-être moins pour une première fois étant appelées à collaborer dans un cadre soutenu politiquement par une instance comme le Conseil régional. Et en ce sens, c'est à la fois extrêmement important et en même temps, c'est un grand défi lié à ce que peut être l'institutionnalisation de soutien aux recherches qu'on dit féministes, des recherches genre. Le débat est ouvert et donc je me dois quand même de présenter un petit peu ce que depuis cette inauguration qui s'est tenue au Collège de France en novembre 2006, un certain nombre de choses ont été faites, bien d'autres choses sont à faire, on a un immense chantier devant nous, au titre des choses assez importantes pour faire en sorte de valoriser et de soutenir cette recherche extrêmement dynamique au niveau, c'est notamment le fait que l'IEC soutenu par la région, dote des allocations de recherche doctorale et post-doctorale. Alors évidemment, au total, ça peut paraître assez peu, une dizaine de chercheurs soutenus tous les ans, et en même temps, ça représente une part assez importante, et il faut le souligner. Il faut surtout souligner que ça répond à une dynamique extrêmement importante de la recherche sur les questions
sur les questions relatives aux femmes, au sexe et au genre. Donc c'est pour information, on va bientôt procéder à la sélection des prochains allocataires d'allocations de recherche et post-doctorants. Et donc, il y a plus de 130 dossiers qui nous sont arrivés, donc de dossiers de chercheurs émanant d'universités d'Île-de-France et concentrés sur ces questions relatives au genre, pour aller vite. Et ça montre à la fois la très grande dynamique de ces questions. Et là, on peut à la fois se dire extrêmement frustré d'avoir que 5-6 allocations de recherche à distribuer et en même temps se satisfaire de cette démultiplication des recherches qui se font sur ces questions-là. Donc notre action se situe aussi dans le soutien aux manifestations scientifiques, dans des informations qui se trouvent, que l'on divulgue sur le site qui est en rénovation, qui est abrité par le Musée de l'Homme, et aussi par des séminaires qui ont lieu, donc par exemple les conférences sur les 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, qui tous les mois, le samedi après-midi, nous amènent à entendre des chercheurs impliqués depuis plusieurs décennies sur ces questions-là. Et encore samedi dernier, on a eu le plaisir d'entendre Michel Perrault, que vous connaissez toutes et tous, dans le cadre de ces conférences. Juste pour finir cette déclinaison, vous les avez dans les papiers que vous avez dans le dossier. Faut pas oublier le fait que l'on soutient aussi une traduction par an, parce que si on existe, c'est aussi par rapport à un certain retard qu'on a pu voir, non pas tant sur les recherches en tant que telles sur ces questions-là, mais quant à l'institutionnalisation, quant au soutien académique, et aussi par, il faut bien le dire, une politique très peu dynamique de traduction, hein, alors que l'on sait que quand on regarde les travaux qui se font sur les questions de genre, évidemment, elles sont nourries par un certain nombre de travaux qui émanent notamment de la littérature anglophone, et donc il s'agit à un moment donné il semble assez important que l'IEC soutienne une politique de traduction, parce que les éditeurs, on le sait, sont extrêmement peu amènes vis-à-vis, pour des raisons qui sont les leurs, mais du point de vue de l'intérêt des recherches de nos domaines, il nous semble extrêmement important de soutenir ces traductions. Évidemment, nous essayons de développer tout ce qui peut dynamiser les recherches, pour organiser aussi cette synergie entre le monde de la recherche et la société civile. Pour ce faire, on s'est doté d'un conseil d'orientation qui est présidé par Josiane Gontier, donc qui permet d'associer un certain nombre d'associations féministes, des associations issues de la société civile, pour réfléchir ensemble justement à comment développer ces liens, ces contacts entre les recherches qui sont menées, les grands dynamismes qu'ils ont, et l'ensemble des secteurs de la société civile où il y a une soif à la fois de savoir, mais aussi de mise en pratique de ces savoirs, et on essaye d'œuvrer à cela. Dans l'architecture de l'IEC, il faut aussi peut-être juste rappeler, donc il y a un comité directeur qui, avec en son sein un bureau qui
permet de faire fonctionner la structure. On a aussi un comité scientifique avec des représentants de toutes les disciplines, présidé par Geneviève Fraisse et qui permet de notamment évaluer les travaux qui nous sont proposés dans le cadre, par exemple, des allocations de recherche ou des manifestations scientifiques. Donc je vais m'arrêter là pour simplement dire que évidemment nous avons aussi ces assises qui correspondent au mois de juin. On a envie d'institutionnaliser cela, peut-être pas forcément, mais enfin apparemment au niveau du c'est assez intéressant de ces assises pour l'égalité hommes-femmes et nous sommes évidemment heureux de vous proposer ce cadre de discussion pour faire en sorte que les questions relatives à cette question de l'égalité puissent être appropriées par tous, bien au-delà des domaines de la recherche. C'est en tout cas ce que l'on essaie de faire au sein de l'IEC, en tâtonnant, en se nourrissant aussi de vos apports, quelles que soient les instances d'où vous venez, parce que nous sommes une institution, une jeune institution, qui a mis du temps à mettre en place avec les rouages administratifs, etc. Mais en même temps, on a envie justement de répondre au plus près aux attentes qui peuvent être diverses. En tout cas, merci, et donc on souhaite évidemment bons travaux, et je laisse la parole à Nicole pour présenter le cadre de cette journée relative à l'éducation nationale.